Bonjour à tous, je remercie beaucoup le comité d'organisation du MAPAR de m'avoir confié ce sujet qui est un peu vaste. Alors il va falloir que je me presse si je ne veux pas trop déborder. Alors les blocs de parois, bon, ça va surtout être des super outils d'épargne morphinique. Ça va permettre d'optimiser les parcours. Sur pareil, on va réussir à mobiliser probablement plus rapidement les patients. Les chirurgies concernées, en tout cas c'est celles pour lesquelles on va discuter un petit peu là, c'est la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiaque entre parenthèses, parce que finalement ça va aller très vite, et la chirurgie du sein principalement, qui est la chirurgie majoritaire finalement en volume. Il y a beaucoup de blocs, beaucoup de nouveaux, toujours des nouveaux, on a l'impression que ça sort quasi tous les jours. La littérature est très récente. On va repartir de l'historique, c'est le paravertébral, et puis finalement de tous les nouveaux, qu'ici le paravertébral était un bloc d'espace, les nouveaux sont des blocs de fascia. Donc on va voir un petit peu comment fonctionnent tous ces petits blocs. Alors qu'est-ce qu'on bloque quand on fait des blocs de la paroi thoracique? L'idée c'est d'aller endormir les branches du nerf spinal, donc qui sont, vous voyez, ici, là. Et donc, on aura un rameau antérieur et un rameau postérieur. Le rameau antérieur, c'est tout ce qui va conduire la douleur somatique. Et a priori, le seul bloc qui aura une action somatique sera le bloc paravertébral. On va dire a priori, parce que vous allez voir qu'on peut peut-être nuancer. Et puis que sinon, pardon, c'est le seul qui aura une action sur la douleur viscérale. Et ensuite, toute la douleur somatique va être véhiculée par tout ce rameau et toutes ces branches de division et toutes les perforantes, donc que ce soit en latéral, en antérieur aussi. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors bloc de fascia, c'est toujours une question, c'est où est-ce que j'injecte? Parce qu'il faut trouver le bon emplacement. Donc là, franchement, il y aura une grosse importance à bien contrôler à l'échographie, et nos échographes modernes le permettent, le placement de l'aiguille, et de faire de l'hydrolocalisation afin de réussir à réellement ouvrir les fascias et pas de faire d'injection intramusculaire. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas dans le fascia, là, on peut être sûr que ça ne marchera pas du tout, et donc effectivement, on pourra critiquer assez facilement ces blocs et leur succès. Comment ça va fonctionner ces blocs? Et bien finalement, on va regarder la progression de l'anesthésique locale dans le fascia. Il va y avoir plusieurs modes de diffusion. Du coup, il y aura un flux par un gradient de pression en fait, entre l'endroit où il y a le plus de pression et l'endroit où vous injectez, et puis l'endroit jusqu'où ça va aller. Il y aura aussi un problème de concentration qui va permettre aussi à un gradient de se mettre en place, et finalement, à l'anesthésique locale d'aller un petit peu plus loin. Et on a aussi une résorption systémique, et les détracteurs des blocs de paroi disent que finalement, probablement que l'effet principal est dans la résorption. Alors, la nomenclature, heureusement, a été un peu simplifiée, parce que c'était une foire. Enfin, vous voyez sur la gauche, donc le travail a été fait en 2019. Il y avait une quantité de blocs et d'appellations, ce qui fait qu'on ne savait plus trop ce qu'on faisait. C'était très compliqué à comparer. Donc, l'ESRA et l'ASRA sont associés pour, en fait, définir des normes de blocs et des noms. Et donc, du coup, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de blocs. Je vous ai mis sur la droite ceux qu'on va un petit peu traiter aujourd'hui. Donc, finalement, il en reste beaucoup moins qu'avant. Et les noms ont changé. On ne parle plus de PEC 1, PEC 2, mais voilà, vous allez voir de blocs interpectoral et pectoserratus. Là, en les replaçant sur un schéma de la paroi du thorax pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller agir. Donc, en antérieur, hop, mince, je me trompe toujours de bouton, hop, en intérieur, le parasternal, les anciens PEC 1, PEC 2, là, interpectoral et pectoserratus, plus latéralement, les serratus, et puis en postérieur, les recteurs du rachis et le paravertébral. Alors, si on regarde un petit peu comment ça marche l'innervation de la paroi thoracique, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que finalement, on peut plus facilement après savoir ce qu'on va bloquer avec quel bloc. Donc, vous voyez que toute la paroi latérale va être prise en charge par des branches cutanées latérales, donc toujours issues de ce nerf spinal. Les plans un petit peu plus profonds par les nerfs pectoral médial et pectoral latéral. Le creux axillaire par un nerf intercostobrachial et des nerfs aussi issus du plexus cervical, le nerf thoracique long et le nerf thoracodorsal. Et en antérieur, eh bien, on aura les branches cutanées antérieures. Donc on voit que finalement, on va pouvoir agir à différents endroits et qu'il va falloir peut-être réfléchir à quel bloc pour quelle situation. Il reste un tout petit contingent en haut, les nerfs supraclaviculaires, qui sont issus du plexus cervical superficiel et qui pourront expliquer quelques problèmes d'échec d'analgésie, en particulier dans le sein, même avec un bloc paravertébral bien fait. Alors on commence de façon assez simple par le bloc parasternal. Donc c'est le bloc des branches cutanées antérieures. Donc vous voyez, ça va jouer
ici. Donc vous verrez, il y a le même petit schéma à chaque fois. Bon, les indications, c'est les indications dont on a parlé tout à l'heure. On les retrouve toujours. C'est un bloc qui doit se faire à peu près au niveau de la troisième côte. On a deux voies d'abord possibles. Alors c'est un bloc assez récent. Il y a pas mal de cas cliniques et finalement 2 études anatomiques, mais pas encore de grande série. Donc c'est difficile de conclure quelle est la bonne voie. On pourra faire une injection un petit peu superficielle, vous voyez ici, ou une injection un petit peu plus profonde ici, en arrière des muscles un peu plus profonds. Donc, bon, 2 possibilités. Ce qui est sûr, c'est quand on fait la version profonde du bloc paracétal, on a un petit peu plus de diffusion de haut en bas, et peut-être qu'on peut s'affranchir de faire des ponctions multiples. Sinon, les auteurs conseillaient, en tout cas dans le bloc superficiel, des ponctions multiples pour réussir à obtenir tous les niveaux, en particulier pour la chirurgie du sein, d'avoir de T2 à T6. Alors le grand classique, qui je ne sais pas s'il est encore beaucoup pratiqué, ça dépend, c'est très équipe dépendant, c'est le bloc paravertébral. Donc vous savez, c'est un bloc finalement assez profond, c'est un triangle donc où on va aller introduire son aiguille à l'émergence du nerf spinal, de la racine du nerf spinal. C'est juste en arrière de la plèvre et c'est en avant du ligament costotransverse qui va être la chose qu'on doit traverser pour réussir à faire un bloc paravertébral. Deux voies d'abord possibles, une voie parasagittale, donc vous voyez on place sa sonde verticalement comme ça, et on part des apophyses épineuses, et on part latéralement, et on va repérer un espace entre 2 apophyses transverses, et puis aller chercher l'espace paravertébral. Un autre abord qui est dit transverse, donc on va faire tourner sa sonde une fois qu'on a trouvé cet espace-là, qui va permettre finalement de dégager un petit peu plus l'espace paravertébral, de voir arriver un petit peu mieux son aiguille au ras du cône d'ombre de l'apophyse transverse, et peut-être de mieux contrôler son injection et de bien voir le bombement antérieur lors de l'injection de l'anesthésique locale. Donc très souvent, la voie préférentielle est quand même la voie transverse ou parasagittale un peu modifiée, quoi. Bon, l'échographie, évidemment, a bien, comme toujours et dans tous les blocs, amélioré les taux de succès. Donc on avait plus souvent un grand nombre de dermatomes touchés parce qu'on contrôle l'injection de son produit. Il y a plus de son là sur le... Voilà, et donc du coup forcément ça marchait un peu mieux, il y avait un recours aux analgésiques qui était plus tardif et une meilleure analgésie. Donc on voit que c'est un bloc quand même qui globalement marche plutôt pas mal, il permet 73% d'épargne morphinique dans la chirurgie du sein, donc c'est assez intéressant, et qu'il faut le faire assez haut pour être sûr d'avoir le creux axillaire. Néanmoins c'est un bloc qui a des limites, parce que quand on regarde à gauche, et là je vais vous le mettre pour après quand on va parler de l'érecteur, sur l'étude à gauche ils ont regardé un petit peu la diffusion, alors c'était une étude IRM, donc on se rend compte que finalement la diffusion elle est assez prévisible sur le nombre de niveaux. En revanche, l'effet anesthésique qui était recherché donc, après par un testing cutané était extrêmement variable. Donc c'est un bon bloc, mais finalement pas si fiable que ça. Qui a des risques de complications. Alors c'est la complication qu'on craint tous, c'est le pneumothorax, et c'est souvent la raison pour laquelle on ne le fait pas. C'est une complication qui est excessivement rare, et quand on compare dans la série finalement, et en tout cas dans la chirurgie du sein, c'est aussi fréquent que quand il n'y a pas de bloc, donc finalement sur des pneumothorax qui sont liés à la chirurgie. Donc en fait, ce n'est pas un argument pour ne pas faire un bloc paravertébral. Ce qui en serait plus sain, c'est la faible échogénicité, et très souvent c'est chez les patients obèses, où là ça va être plus compliqué, et dans ces cas-là probablement qu'il faudra éviter. Et qui a un risque de passage en rachidien, et qui est même régulièrement documenté quand on fait des imageries IRM là-dessus. En fait, c'est sûrement aussi comme ça que ça marche bien. Alors pour faire un petit peu le lien avec les blocs suivants, et en particulier le bloc des érecteurs, une étude qui m'a bien plu, c'est récent, c'est une étude anatomique, c'est scanographique, hein, donc on est sur des volontaires, qui revoit un petit peu l'anatomie de toute cette zone, et qui finalement nous fait nous rendre compte que de ce qu'on pensait être l'anatomie là, finalement ça ressemble plus à ça. Et que ce ligament costotransverse qu'on croyait finalement assez imperméable, et bien finalement, il a des fenêtres dedans. Et du produit anesthésiant, et puis du coup là, donc là c'était du produit de contraste, passait assez facilement
en particulier quand on utilisait des gros volumes. Donc probablement qu'il se passe quelque chose et que du coup ça va permettre, et c'est ce qu'on voit ici, d'injecter ailleurs. Parce que si on voulait injecter pour avoir un effet paravertébral, on était obligé d'injecter là, et bien peut-être qu'en injectant ici ou en érecteur ici, là, au ras de l'apophyse transverse, et bien probablement qu'on peut avoir un effet, peut-être pas complet, mais qu'on peut avoir un effet. Du coup, le bloc des érecteurs du rachis, ça devient une espèce de... C'est un dérivé, finalement. On va s'installer comme pour un bloc paravertébral. En revanche, on va injecter beaucoup moins profondément. On va injecter en arrière du muscle érecteur du rachis. Ce qui est important, c'est d'essayer de bien être en avant du fascia postérieur, parce que finalement, c'est là où il va le mieux fonctionner pour réussir finalement à aller plus facilement dans cet espace plus antérieur. Le seul vrai souci, et là je vous l'ai mis avec mon petit point d'interrogation, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait, parce que c'est un petit peu variable, en tout cas sur les études disponibles. Là, c'était assez intéressant, c'est sur des volontaires sains, c'est une étude IRM. Alors, on voyait que finalement, même en faisant un bloc des érecteurs, on arrivait à avoir une bonne diffusion. Alors déjà, ça monte et ça descend bien, mais ça, on le savait déjà. On a pas mal de niveaux à toucher. Et surtout, on a des diffusions antérieures vers l'espace paravertébral et même vers le foramen intervertébral, ce qui fait qu'on a même des diffusions assez fréquentes en péridurale. Le souci, c'est quand on les testait, et finalement, ça fait un peu le pendant de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le bloc paravertébral, et ben, on est extrêmement variable, et en particulier en antérieur, où certains patients, voyez comme cela, n'ont absolument aucune anesthésie de la paroi antérolatérale du thorax, en tout cas en cutané. Bon. Quand on regarde une étude comme ça, là, c'est les premières méta-analyses finalement. Là, donc là, on est en 2021, on commence à avoir pas mal d'études. Vous voyez, il y a 700 patients. Le souci, c'est que c'est très hétérogène, comme dans beaucoup de littérature sur la paroi, comme ça. Là, il concluait une étude qui était positive, mais malheureusement, finalement, pas très intéressante, parce que cliniquement non significative, parce que la baisse de consommation de morphine, même si elle était significative, était que de 5 mg sur 24 heures. Donc finalement, ça n'a pas grand intérêt par rapport à un groupe contrôle sans ALR. Donc finalement, quelle place on peut lui donner, je ne sais pas très bien aujourd'hui. C'est un bloc qui a peu de risques, donc ça c'est son gros intérêt. La littérature est assez pauvre et c'est probablement une bonne alternative pour se lancer dans les blocs postérieurs de la paroi, si on n'est pas à l'aise. Alors les blocs interpectoral et cératopectoral, les anciens PEC 1 et PEC 2, donc vous voyez là, le territoire finalement est assez intéressant, en particulier pour la chirurgie du sein, mais aussi pour la pose de pacemaker, de défibrillateur. Donc vous voyez, sa réalisation, tout le monde la connaît, sur la paroi antérieure et antérolatérale du thorax. On place la sonde, on va aller repérer les muscles grand pectoral, petit pectoral et ensuite serratus, et on fait l'injection en 2 temps. Si on fait l'interpectoral et le cératopectoral. Alors c'est plutôt efficace, hein, parce que finalement ça a l'air de mieux marcher que quand on ne fait pas d'ALR. Le souci, encore une fois, sur cette méta-analyse, c'est que beaucoup de petites études, très hétérogènes dans leur construction et dans les patients. Bon, c'est des petits effectifs. Il y avait quand même un gain important sur la douleur et la consommation d'antalgiques, mais ça reste assez discutable. Dans la mastectomie, on voit que par rapport au paravertébral, ils ont sorti des méta-analyses où finalement il n'y a pas de différence. Bon. Donc on avait finalement la même consommation de morphine et une analgésie à peu près comparable. Le Ceratus, qui finalement est une variante un petit peu plus latérale de ces blocs cératopectoral et interpectoral, bon, on va faire à peu près la même injection, mais en descendant sa sonde sur la ligne médio-axillaire et injecter soit en avant, soit en arrière du Ceratus, et finalement avec le même résultat. Donc on voit ici encore des études qui sont plutôt, on va dire, positives sur le papier, avec une efficacité à peu près comparable à celle du paravertébral, même dans beaucoup d'études qui étaient dans la méta-analyse, et finalement c'était quand même supérieur à ne pas faire de bloc du tout. Les recommandations là-dessus, et comme ça je vais réussir à les tenir à peu près le temps, en chirurgie du sein, elles sont un peu anciennes. Si on reprend les recommandations prospect, c'est 2019. Donc du coup, un petit peu actualisé, ça pourrait donner plutôt un peu ça. Si on a à faire une tumorectomie avec un ganglion, plus ou moins un ganglion sentinelle ou un curage, eh bien, il va falloir regarder quand même un petit peu, comme on a vu tout à l'heure, dans quel cadran se situe la chirurgie et l'incision. Donc si c'est des cadrans externes, cératopectoral et interpectoral. Pour les cadrans internes, on garde ces cératopectorales et interpectorales, mais on ajoute un bloc parasternal.
Et le serratus sera peut-être plutôt réservé à des incisions très latérales du cadran inféro-externe. La mastectomie, théoriquement, c'est le bloc paravertébral qui reste la référence. Probablement un intérêt des multiponctions, même si c'est assez peu étudié dans la littérature. Le problème, c'est qu'on n'aura pas le nerf supraclaviculaire, donc on peut avoir un petit défect sur la partie supérieure du sein. Et quand on va faire des chirurgies plus délabrantes, des chirurgies dites plus majeures, avec des lambeaux de grand dorsal, des reconstructions, idéalement un bloc paravertébral, il y a probablement une place pour l'érecteur avec un cathéter en privilégiant les bolus importants. En tout cas, moi, c'est ma pratique personnelle et c'est la pratique d'équipe. On est assez étonné du bon résultat en laissant un cathéter plusieurs jours, mais avec des bolus importants, ce qui irait bien avec l'étude anatomique que je vous ai montrée tout à l'heure. Pour la chirurgie thoracique, on voit que la péridurale a toujours sa place pour la chirurgie avec la thoracotomie. Donc là, on est toujours c'est un petit peu ancien, c'est 2021, mais enfin, c'est un peu moins ancien. Pour les chirurgies avec vidéo assistée, donc qui sont quand même très fréquentes maintenant, importance d'une analgésie multimodale, l'ajout d'exméthomidine, et puis finalement, il propose en grade A un bloc paravertébral en dose unique ou un bloc déserteur du rachis en dose unique. Donc on voit finalement que c'est un bloc qui a probablement un intérêt. On essaiera de privilégier les analgésies prolongées avec un cathéter, parce que c'est des chirurgies qui font mal et qui font mal longtemps. Le bloc paravertébral est probablement supérieur à la péridurale thoracique parce qu'il a moins d'effets secondaires. Et finalement, le bloc des érecteurs est non inférieur, donc c'est plutôt intéressant. Le serratus serait plutôt un bloc de deuxième choix, mais il reste supérieur à une analgésie systémique seule. Et puis surtout, on fait une analgésie systémique et on ajoute de la dexmédetomidine, qui est probablement un très bon allié dans les chirurgies douloureuses. En chirurgie cardiaque, il y a probablement un intérêt, mais vous voyez, c'est un grade 2, à ajouter une anesthésie locorégionale de paroi et aucun intérêt à faire des infiltrations en avant du sternum ou à laisser des cathéters en avant du sternum. Du coup, en conclusion, il y a plein de sites d'injection possibles. Les études, malheureusement, sont très hétérogènes et les indications, ça reste à préciser. On voit que finalement, les choses s'affinent un petit peu, mais on n'est pas encore mature sur la question. Il faut vraiment adapter à la chirurgie, vous avez vu, il faut adapter à l'anatomie et vraiment personnaliser sa prise en charge. Il faut penser aux blocs parasternaux en complément et aux infiltrations complémentaires, parce que ce n'est pas parce qu'on fait un bloc qu'il faut s'interdire, soit par nous, soit par le chirurgien, une infiltration en plus. On associe les blocs, parce qu'on voit qu'on est très insuffisant quand on en fait un seul. Et surtout, on ajoute systématiquement une analgésie systémique et idéalement avant l'intervention. Je vous remercie.